Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cocorico. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie aujourd'hui dans cette émission Cocorico que nous avons pris l'habitude de vous présenter tous les lundis, les mercredis et les vendredis sur Kinshasa Télévision pour vous permettre de vous réveiller, en tout cas de vous lever. C'est ce qu'on aurait dû faire tous les jours avec l'actualité en République démocratique du Congo et aussi dans le monde. Raison pour laquelle nous vous proposons donc cette émission Cocorico et vous remercions énormément de nous avoir choisis pour passer ce moment en notre compagnie. Vous nous suivez sur TNT, Kinshasa Télévision, et également sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Nous vous remercions énormément de nous avoir choisis. Voici donc les grands titres qui vont composer cette émission Cocorico du jour. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demeure tendue. À Walikale et centre, la confusion règne les esprits, retrait stratégique ou défaite du M23. Le flou persiste, alimenté par l'absence totale de la communication, aussi bien du côté des autorités que des rebelles. Faut-il y voir le début de l'application du communiqué du M23 ou l'effet de la riposte annoncée par le président Tshisekedi? Éléments d'analyse et décryptage dans cette émission. En visite à Kinshasa, le conseiller Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, a confirmé des discussions stratégiques sur les minéraux critiques avec le président Félix Tshisekedi à la clé, des investissements américains massifs, un partenariat économique renforcé et une promesse de développement local dans un contexte sécuritaire encore fragile. Qui est donc Massad Boulos? Nous en saurons un peu plus avec notre analyste AI Cocorico dans cette émission Cocorico. Nous aurons deux invités dans cette émission. D'un côté, le pasteur Théodore Ngoï, il est leader du parti politique Congo pour la justice, récemment convié aux consultations initiées par le chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de renforcer un gouvernement d'union nationale face à la crise politico-militaire que traverse le pays. Il est figure politique incontournable, candidat aux présidentielles de 2018 et 2023. Il s'est notamment illustré lors du dialogue intercongolais. De l'autre côté, Maître Rodrigue Ramazani, le secrétaire général du parti Envol de Denis Sanga, membre du Fonds du refus, donc c'est-à-dire la plateforme de l'opposition, qui a choisi de boycotter les dites consultations. Depuis plusieurs mois, ici à Kinshasa fait face à une recrudescence inquiétante des braquages des changeurs de monnaie en particulier. Les changeurs de monnaie en particulier sont devenus des cibles privilégiées de ces fléaux qui s'intensifient dans la capitale. Les assaillants, souvent à moto et armés, frappent en pleine rue avant de prendre la fuite, laissant derrière eux des victimes, parfois grièvement blessées ou encore tuées. Face à cette insécurité grandissante, la population lance un cri d'alarme et appelle les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous avons pour vous aujourd'hui dans cette émission Cocorico, que nous avons le plaisir de vous présenter comme toujours avec mes confrères. André Junior, bonjour. Bonjour Marius, et c'est un plaisir d'être là. Bonjour Monsieur Dimanja. Bonjour Marius. Merci encore d'être là et bonjour Jean-Kia Mukelenge. Bonjour Marius. Alors on va tout de suite commencer cette émission avec la situation à l'est de la République démocratique du Congo. J'en parlais tout à l'heure. Le retrait de la situation reste encore confuse. Donc à l'est, elle reste tendue, disais-je, à Walikale, centre. La confusion règne donc par rapport au retrait du M23. Est-ce que faut-il y voir une réponse à ce que le M23 avait proposé de se retirer de Goma, de Walikale, ou c'est la riposte annoncée par le président de la République? Monsieur Dimanja. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement à Walikale, d'autant plus que les moyens de communication ne sont pas assez développés là-bas. Le seul peut-être qui nous donnait des bribes d'informations, c'était la population. La population peut-être paniquée, elle s'est enfouie. Alors, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'agit d'un retrait volontaire du M23 ou d'une reprise du centre par nos forces armées et les combattants Ouazalendo? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué officiel de part et d'autre. Alors, c'est difficile.
de se faire une religion sur la situation. Jean qui a pourtant, les M23 avaient annoncé il y a quelques semaines, je crois, qu'ils allaient se retirer de Walikale. Et c'était bien au cours d'un communiqué rendu public le 22 mars 2025, où je cite, le M23 dit ceci, 3 ou 4 paragraphes soulignés, dans le souci de favoriser des conditions propres aux initiatives de paix et au dialogue, tout ça, etc. L'Alliance du fleuve Congo M23 décide de repositionner ses forces de la ville de Walikale et ses environs. C'était le communiqué du M23 le 22 mars rendu public, mais il fallait attendre peut-être quelques jours après pour qu'on puisse dénoncer, et de la part du gouvernement de d'autres pays, cette mauvaise foi de la part des éléments du M23 de ne pas finalement se retirer de Walikale en étant toujours présent dans les zones stratégiques. Et hier, jeudi, le matin, certaines sources ont rapporté avoir entendu de détonations d'armes lourdes et légères, mais on évoque également un problème de ravitaillement de la part des rebelles du M23. Certaines troupes au front et sur le terrain, les images qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux montrent clairement certains militants de Ouazalendo qui sont en train de crier haut et fort: nous avons récupéré Walikale, nous allons continuer cette lutte jusqu'à la fin, récupérer les autres zones aussi occupées par le M23. Mais de l'autre côté, on parle plutôt sur les réseaux sociaux toujours de ce retrait dans le but de respecter ce communiqué rendu public depuis le 22 mars. En tout cas, les doutes continuent de planer sur cette situation. Pour compléter, Jean, les éléments de M23 justifient en fait cette présence toujours à Walikale du fait qu'il y avait toujours les drones des éléments de FARDC aux environs de cette ville. Et c'est ce qui ne permettait pas justement ce retrait progressif des éléments du M23. Mais hier, on a constaté qu'il y a finalement eu ce retrait. Donc, on suppose qu'il y avait finalement eu les retraits de drones de FARDC qui environnaient la ville de Goma. C'est ce qui est justement à justifier ces retraits des éléments du M23 de Walikale. Est-ce qu'on peut dire, M. Dimandjak, que c'est une désescalade? Je ne pense pas. Votre micro, il est loin de vous. Ouais. Je ne pense pas. Je crois que le M23 a toujours eu l'idée de prendre la ville de Kisangani. Est-ce que ce ne serait pas un stratagème pour endormir l'ennemi? Parce que dans ce communiqué, Jean, que tu viens de lire, il ne parle pas de se retirer, il parle de se repositionner, c'est ça? De se repositionner. De se repositionner, mais c'est dans le cadre de respect du cessez-le-feu signé par le président, non, ça dit, par les deux présidents à Doha. Oui. Ça, pour moi, c'est aussi un petit... Il n'y a pas une clarté là. C'est-à-dire que c'est le président rwandais qui signe le cessez-le-feu à Doha avec le président congolais, et le M23 se réfère à ce cessez-le-feu pour arrêter, pour se repositionner, ce qui montre quand même quelque part que voilà, c'est clair que c'est le Rwanda. On va le dire combien de fois, c'est M. Paul Kagame qui est le donneur d'ordre dans ce qui se passe à l'Est. C'est un acteur majeur dans cette crise, Paul Kagame, parce que s'il arrive du fait de signer ce cessez-le-feu, ça veut dire que voilà, il y a des tireurs de ficelle dans cette crise. Oui, mais dans leur communiqué, ils ne font pas toujours allusion à la rencontre du président Tshisekedi et le président Paul Kagame. Ils parlent de toutes les initiatives de paix, partant de négociations, du processus de Luanda, les négociations, les processus de Nairobi, et la résolution 2773 qui parle justement de retrait total, mais également c'était justement sur base de toutes ces initiatives qu'ils ont formulé ces communiqués. Voilà. Donc on va continuer à suivre de très près, mais d'autres fronts, donc il y a une sorte d'accalmie quand même dans la partie Est, alors que les négociations sont en vue. On parle de la rencontre à Doha le 9 de ce mois entre le rebelle du M23 et le gouvernement congolais pour essayer d'apaiser la situation. Et au niveau de Kinshasa, justement, je ne sais pas si vous aviez un commentaire, les consultations pour la formation justement de ce gouvernement tant attendu d'union nationale qui fait couler beaucoup d'encre. Pour en parler, donc, nous allons recevoir tout à l'heure dans cette émission le pasteur Théodore Ngoï qui est venu nous voir, qui sera notre invité principal pour discuter. Il a été reçu par le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité pour parler justement de la formation de ce gouvernement. Il sera avec nous tout à l'heure, dans quelques instants, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il est allé dire là-bas, qu'est-ce qu'il pense de la situation sécuritaire actuelle
et surtout que c'est un acteur majeur dans, pendant les dialogues intercongolais à Sun City. Voilà, on reviendra, donc on le reçoit tout à l'heure, le temps de faire une petite pause avec un extrait, bien sûr. On fait la promotion de notre clip de Kinshasa Télévision et puis on se retrouve tout à l'heure. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Éclair et vrai, montrer au monde notre fierté. De la culture à l'éducation, notre lumière ne se cache jamais. Avec Marius en tête, une balise dans la tempête, nous célébrons notre essence sous toutes les formes. Unis dans notre vision, nous restons côte à côte pour un avenir plus lumineux, avec l'espoir comme guide. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Une communauté, une tapisserie de voix tissant l'unité. Rejoignez-nous dans ce voyage, ensemble nous réussirons. Une fenêtre sur notre monde, dans nos rêves nous croyons. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Kinshasa, notre balise, brillant loin et large, au cœur de notre nation où résident nos rêves. Kinshasa Télévision, notre voix, notre fierté. À chaque histoire racontée, nous restons unis. Alors nous sommes de retour et désolé, hein, on est de retour avec, comme on vous l'a annoncé, notre invité dans cette émission, donc le pasteur Théodore Ngoï, qui est le président du parti Congo pour la justice. C'est juste en sigle, monsieur Théodore Ngoï. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ce moment dans cette émission Cocorico. Merci de m'avoir invité. Voilà, on reviendra à vous tout à l'heure parce qu'avec vous, nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des consultations lancées par le président de la République. Vous avez été consulté parce que vous êtes une figure clé de la politique en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez été à 2 reprises candidat au présidentiel, en 2018
2023, mais en 2006, vous aviez annoncé que vous seriez candidat. Vous avez été empêché de le faire. J'ai été enlevé. D'abord, le ministre de l'Intérieur à l'époque, Théophile Mbemba, je le cite, a envoyé des gens pour me prendre. On me l'a appris parce que je venais de finir une émission. J'ai donc, à l'époque, j'avais les contacts avec le président Joseph Kabila, qui m'avait fait venir le 2 août 2001 au Palais de Marbre, en passant par chez Okitundu, pour me demander d'être le point focal du gouvernement et de conduire la délégation du gouvernement à Gaborone. J'ai mis des réserves parce que je n'étais pas d'accord avec la révocation des 315 magistrats et des 315 agents de l'ex-Petro-Congo. Le président de la République a accepté mes réserves, mais par la suite, on nous a empêchés de nous voir. Et finalement, on a pu rétablir les contacts et je suis allé à Sun City. C'est moi qui ai parlé au nom du gouvernement, qui ai abordé les questions de la nationalité et de la minorité. Et était opposé à moi Etienne Tshisekedi, Olengankoi, Kisimba Angoy, qui nous a déjà quittés, en face. Et à ma droite, c'était le RCD, avec notamment... sur les questions... Laissez-moi dire ça, parce que c'est important. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Moi, ce qui est important, c'est ce que vous avez dit. Ouais. C'est la partie de la question de diversité et de nationalité. C'était quoi ces questions-là? Je vais y arriver, mais je voudrais finir sur la question que vous avez... elle ne se terminait pas par un point d'interrogation, mais c'était question. Donc, en 2006, j'annonce que je serai candidat à président de la République. On m'enlève. D'abord, j'étais porte-parole du Rassemblement pour le non à la Constitution dans son format. Nous demandions la modification de la Constitution sur un certain nombre de points. On nous a enlevés sur le boulevard Triomphal. Nous avons failli mourir, Franck Diongo et moi, par exemple, parce que les partis qui s'étaient rassemblés, c'était notamment les DPS. Il y avait les partis de Momengi, représenté par M. Vijay, etc. Et finalement, on m'a amené à Makala pour m'empêcher d'être candidat président de la République. Alors, je vais ajouter, votre église a été saccagée, brûlée, et c'était un moment très dur pour vous, j'imagine, politiquement. Bon, disons, lorsque je me retrouve à Makala, je tombe malade, je suis amené à l'hôpital Ngaliema, à la clinique Ngaliema. Un jour, le président de la République, accompagné du roi du Maroc, je parle de Joseph Kabila, est venu visiter cet hôpital. On a désarmé les policiers qui me gardaient. Ils n'avaient que leurs chargeurs. 2 d'entre eux étaient partis voir leur famille. Et les gens de la prison sont venus me dire que je comparaîtrais devant la Cour suprême de justice. Pourquoi? Parce que le 18 février, le président de la République a signé la nouvelle constitution, a promulgué, si vous voulez, la constitution, après le référendum. Et donc, cette constitution mettait fin à la Cour de sûreté de l'État, devant laquelle j'avais comparu le 16 février pour prétendument offense au chef de l'État. Le fait d'avoir dit que je serais candidat pour la République et que Joseph Kabila ne devrait pas se présenter, c'était une offense. Je n'avais plus de juges. Maintenant que la Cour de sûreté de l'État n'existait pas, j'ai saisi la Cour suprême de justice pour qu'elle se prononce. J'ai comparu devant la Cour suprême de justice. Celle-ci s'est déclarée incompétente. J'ai refusé de retourner en Ngaliema. Je n'avais que ces policiers et l'ambassade de l'Afrique du Sud m'a recueilli. Donc j'étais protégé au sein de l'ambassade de l'Afrique du Sud. J'ai été donc empêché d'être candidat pour la République, mais je suis devenu candidat député provincial du Katanga. J'ai été élu avec plus de voix que les leaders connus, beaucoup plus de voix. Et j'étais candidat gouverneur contre Moïse Katumbi.
j'allais être élu si on n'avait pas imposé l'élection de Moïse Katumbi, avec de l'argent bien sûr, avec les menaces. On a dit aux députés que des appareils allaient savoir qui voterait pour Théodore Ngoy. Résultat, je n'ai pas été élu, mais j'ai joué un rôle important parce que j'étais élu au sein de l'Assemblée comme président de la commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Alors, j'ai voyagé avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Des coups de feu ont été tirés dans la ville entre le 22 et le 23 mars 2007. John Numbi a ordonné, il était à Goma avec le ministre de la Défense, et il a ordonné qu'on aille me chercher, qu'on coupe mon sexe et qu'on me jette dans la rue. C'est des ordres qu'il a donnés. On ne m'a pas trouvé parce que Dieu m'avait averti. J'étais parti. J'étais pas allé en exil. J'étais parti. Je comptais revenir. Et alors, il a ordonné à ces gens qui ne m'avaient pas trouvé de détruire, d'abord de piller. Après avoir pillé, il leur a dit de mettre les feux. Il n'y a jamais eu de coups de feu dans ma propriété, mais c'était de l'essence, carburant, qu'on a répandu et on a allumé les feux. Et il y a une sœur qui a failli mourir, qui a dû escalader le mur. Et avant cela, on a tué, je dis bien on a tiré sur la femme de mon collaborateur Mouchipai, Christophe Mouchipai, qui nous a quittés comme ça là. Et Christophe Mouchipai a dû fuir pour aller s'installer au Congo-Brazzaville. Et j'ai été forcé à rester en exil pendant 4 ans. J'en ai profité pour étudier les droits à Oxford Brookes University. Et je suis revenu, j'ai soutenu ma thèse à l'UNEKIN. Et voilà. Ce sera tout pour vous? C'est tout ce que vous pouvez nous dire sur vous? Poser les questions, je vais vous répondre. Maintenant, je peux poser des questions. Donc, vous êtes aussi pasteur, mais vous en parlez moins. Comment j'en parle moins? Je viens de Pendant tout ce que vous avez dit là, je n'ai vu nulle part vous avez parlé de vous comme homme de Dieu. Ben, je suis fondamentalement enfant de Dieu d'abord. Je ne suis pas d'abord pasteur. Hein. Bon. Je ne suis pas d'abord pasteur. Tous on est enfants de Dieu, c'est ce qu'on nous dit. Je suis d'abord enfant de Dieu, ouais. Né de nouveau, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ok. Et la bienheureuse espérance, c'est que Jésus reviendra prendre son Église. C'est ça mon espérance. Et sur cette base, le Seigneur m'a fait la grâce de prêcher la parole et de conduire ceux qui espèrent en lui, ceux qui sont ajoutés à l'Église pour avoir été sauvés. Mais comment on peut combiner être homme de Dieu et faire la politique quand on sait que la politique, d'ailleurs, comme vous l'avez décrit avec tout ce que vous avez vécu, politique n'est pas propre. Il faut des fois être méchant. Non, c'est une théorie. Mais c'est pas une théorie, c'est ce qu'on voit. Hein, parce que il y a dans l'histoire des gens qui ont fait la politique proprement. Il y en a dans l'histoire qui ont fait la politique proprement. Et justement, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai expliqué au président Joseph Kabila que je ne pouvais exercer les fonctions qu'en étant libre. Libre de prêcher l'évangile en toute conscience et libre de servir ma nation sans violer ma conscience. Et le président de la République m'a nommé ministre de la Communication. Vous pouvez vérifier, il est vivant, ses collaborateurs sont vivants, sont ici à Kinshasa, ils peuvent venir me démentir. Bon, j'ai refusé. Pourquoi? J'ai mis des réserves. Pourquoi? Je vais vous le dire. J'étais à Sun City, le président de la République. Non, aucune. C'est de la rancune. Vous sentez... Non, aucune rancune. Avec tout ce que vous avez subi? Non. Tout ce que, selon vous, il vous a déjà fait subir? Je n'ai aucune rancune. Mais figurez-vous que c'est le président Kabila qui interdisait à ces gens de m'éliminer. Donc je l'ai appris. Vous lui avez pardonné? Il y a des gens qui sont allés lui demander de m'éliminer. Par exemple, quand j'ai annoncé ma candidature en 2005, en réalité, il y a eu une réunion au cours de laquelle le président de la République a posé la question de savoir si je pouvais gagner l'élection contre lui. Tout le monde lui a dit non, mais un homme très intelligent qui était là, Samba Kaputo, lui a dit le pasteur Théodore Ngoy peut gagner l'élection. Et il nous a fréquentés, il est resté constant. Le peuple le reconnaît comme un homme honnête et intègre. Je ne sais pas, mais les 2 fois que vous êtes présenté, le score n'était pas fameux. Attendez. Vous n'étiez pas en 2e ou 3e position.
après un autre, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, je termine sur ces points, et, parce que vous parlez de Kabila, d'une rancune qui existerait. Non, il n'y en a pas. J'ai toujours été libre de mes opinions. C'est ça la difficulté au Congo. On n'a pas cette culture-là. Vous voyez, je vais arriver au président Tshisekedi, par exemple, sur le même registre. Hein. Et donc, Kabila demande, et Samba Kaputo dit, si on lui donnait les moyens financiers et le soutien international, il gagnerait l'élection. Il est plus dangereux que même Jean-Pierre Bemba. Est-ce que tout le monde ferait si on donne les moyens et le soutien international? On lui a proposé de m'éliminer politiquement. Il a demandé comment. On a dit, bon, on ouf. C'est comme ça que j'ai été à Makala. Voilà. Bon, alors, pendant que j'ai fini sur ce point, figurez-vous que plus tard, en 2003, le président de la République, après San Sitien et Pretoria, m'a nommé, je dis bien m'a nommé, gouverneur de la Banque centrale. Parce que je suis l'ancien de la Banque centrale. J'étais secrétaire du conseil d'administration. Vous avez refusé? Non, ça, j'ai accepté. Le président de la République m'a appelé. Parce que c'est la banque quand même. Hein, non, c'était pas parce que c'était la banque. Ouais. Je suis allé dans son bureau. Nous étions à deux. Il m'a expliqué pourquoi il voulait que je devienne le gouverneur de la Banque centrale. Je lui ai seulement posé une question. Est-ce que, monsieur le président de la République, en voulant me nommer, vous voulez donc moraliser la gestion du cadre macroéconomique? Il dit, je suis d'accord avec vous. J'ai dit, j'ai accepté. Il m'a dit, je vais à l'Équateur, je reviens le jeudi, c'était le mercredi, et Bouchab, qui est là, vous pouvez les contacter, m'a appelé, il m'a dit, nous nous voyons vendredi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais vous savez pourquoi? Plus tard, il a perdu ses fonctions de directeur de cabinet, et il m'a appelé pour me dire, moi je vous demande pardon, parce que si vous étiez devenu gouverneur de la Banque centrale, il y a des choix économiques qu'on n'aurait jamais faits. Nous avons dit que si vous deveniez gouverneur, vous n'alliez pas, disons, accepter tout ce qui se faisait. C'est ainsi qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle il a été expliqué au président de la République, surtout par Kamere, qu'il n'a pas nié. Hein. Quand on s'est rencontré avec Tshisekedi, Kamere dit, nous étions allés à Sun City. Théodore devait nous suivre comme ministre d'information. Il a refusé. Demain, il va être gouverneur. C'est un homme compétent, un homme intelligent. Mais si nous avons besoin d'argent pour les élections, il nous dira, ainsi dit l'Éternel. Voilà comment je ne suis pas devenu... C'est des secrets d'État, ça, ou c'est des choses qu'on peut vérifier? Bon, j'ai fait une interview avec Moulongo. Ouais. C'est comment ça s'appelle? Réveil FM. Freddy Moulongo. Ouais. J'ai dit tout ça. Ok. Ouais. Très bien. Maintenant, vous êtes sur Kinshasa Télévision. Monsieur Dimanja. Oui. Est-ce que nous pouvons revenir sur la consultation pour la formation du gouvernement d'union nationale? Vous avez été consulté par le conseil spécial du chef de l'État. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Parce qu'il voulait avoir votre avis. Non, ce n'est pas un avis. Ce sont les consultations politiques. Si vous voulez, proposées par le président de la République. Figurez-vous que, en ce qui me concerne, j'ai déjà été consulté par le président de la République lui-même. Je rappelle que ces images ne sont pas d'aujourd'hui, hein, parce que vous êtes exactement habillé de la même façon. On vous voit parler, Vous venez pas de là, hein, mais merci beaucoup de nous honorer aussi, avec cette belle cravate. C'est joli. Allez-y. Bon, donc j'ai déjà été consulté par le président Tshisekedi, avec les candidats à président de la République qui formaient avec moi le collectif des candidats. Mais après, j'ai été consulté seul. J'ai eu un entretien avec le président Tshisekedi, président de la République. Mais avant cela, j'ai eu des entretiens avec Tshisekedi candidat chez moi. Il est venu accompagner des Kamere, des Vidier, de Kabound et des autres. Donc, j'ai souvent été consulté. Et ce que nous avons discuté, pour moi, reste un secret d'État. Donc, ce que je pouvais dire, je l'ai dit dans les images que vous montrez. J'ai expliqué que nous faisions face au même modus operandi. Fondé sur quelle idée?
l'idée qui ressort de l'acte général de Berlin, qu'on ne lit pas. Avant d'être juriste, je suis politologue. J'ai fait les sciences politiques de la première année de... Là, on revient encore sur votre, à la licence. votre CV. Attendez, s'il vous plaît. Continuez ce que vous disiez tout à l'heure, c'était très intéressant. Laissez-moi m'exprimer. Oui, Ne m'interrompez pas, surtout en vous moquant de moi. Non, je ne me moque pas de vous. Ouais, je dis simplement que... Alors, je vous explique que je suis politologue. Je ne me moque pas de vous. Voilà. Ce n'est pas ma nature, mais je voudrais simplement dire que nous avons assez entendu de vous. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est un manque de respect vis-à-vis de moi. J'ai accepté votre invitation. Bon. Respectez-moi en me laissant parler, en ne minimisant pas ou en ne vous moquant pas de mes propos. D'accord. Lorsque j'ai dit... je retire si ça vous je vous en prie. Déranger. Merci. Ouais. Lorsque j'ai dit je suis d'abord politologue, j'ai quelque chose que je voudrais dire. J'ai regretté qu'après mes études en histoire politique, on appelait ça IPOSA, qu'on n'ait pas mis l'accent sur l'acte général de Berlin, qui porte un esprit, qui porte des termes qui ont été repris autrement dans l'accord de Lusaka et qui sont repris aujourd'hui lorsque la CENCO et les CC sont reçus partout par ces autorités, ces représentants des différents États. C'est pour quel intérêt? L'intérêt du Congo? Ces États-là savent que le Congo est agressé, a souvent été agressé depuis 1960, on a tué Lumumba, depuis 1996, ils savent. Mais ils ne disent pas que c'est une agression. Le président français est arrivé ici, il a manqué de respect au président Tshisekedi, je parle de Macron. Le président François Hollande est venu ici, il a manqué de respect au président Joseph Kabila. Il a commencé, Macron en particulier, il a osé, je dis bien, il a osé dire au président, vous avez été incapable de mettre fin à l'insécurité. Mais c'est eux qui créent l'insécurité. Pardon, c'est eux, il faut qu'on comprenne ça. Vous êtes, Dimandja, un des grands journalistes de ce pays ici. Pour moi, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, pour moi, je disais que des journalistes comme vous, avec les autres, n'est-ce pas, devraient être honorés dans ce pays. Pasteur, mais pardon. Je voudrais qu'on reste dans l'émission. Non, on est dans l'émission, justement. Qu'on revienne. Nous oublions notre histoire. Nous oublions notre mémoire. Mais justement, c'est ça le problème. Revenons à l'acte de Berlin de 1885. À qui, au fond, appartient le Congo? Aux Congolais ou aux puissants qui étaient réunis à 1885 à Berlin? Ils ont dit... Vous savez comment on appelait le Congo en anglais? Congo Free. Et en français, on a dit État indépendant. Congo free, Congo libre. Pour qui? Pour les 14 nations qui se sont rencontrées à Berlin et qui ont dit No power shall exercise sovereignty over the Congo. Aucun pouvoir n'exercera la souveraineté sur le Congo. Liberté de navigation, liberté de commerce. Et pourquoi on a donné à Léopold II le pays? C'est comme gardien des intérêts de tous. Mais à l'époque, ce n'était pas encore un pays. Hein. Il faut dire que c'est eux qui ont créé ce territoire qu'ils ont appelé le Congo. Non, ils n'ont pas créé de territoire, cher ami. C'est eux qui ont délimité. C'est une fiction juridique. Non, c'est eux qui ont délimité pour dire, à partir d'aujourd'hui, cet espace-là... Non, même pas délimité. D'ailleurs, c'est Léopold II qui a tracé. C'est Léopold II qui a tracé. L'histoire, nous la maîtrisons. Bon, l'histoire ça veut dire politique. que nous n'étions pas encore un pays, c'est non, ce que je veux dire. Nous étions des royaumes et des empires. Et figurez-vous que l'ambassadeur du Portugal a visité le royaume Congo en 1606, si je ne me trompe, et il s'est étonné de l'organisation politique, et le royaume, la capitale du royaume Congo, était mieux construite que le lieu de la résidence de du roi du Portugal. Et nous avions un représentant nommé par le roi du Congo au Vatican. Qui a son buste, je crois, là-bas. Donc, c'est une fiction juridique en disant l'État indépendant du Congo, et on a, c'est pas tracé la carte, on n'a jamais, mais alors jamais, rien pris au Rwanda. Rien. Alors professeur Théodore Ngoï, vous êtes revenu justement au sortir de consultations, vous avez épinglé cette question de presque du refus du processus du pacte social
de l'Église catholique et de l'ECC, vous êtes plutôt partant pour l'initiative de consultation initiée par le président de la République, alors que lors des élections de 2023, vous êtes revenu sur les vivre ensemble, l'unité parmi les priorités pour lutter contre l'insécurité à l'est de notre pays. C'est pas être à contre-courant de vos propres propos? C'est vous le journaliste qui parlait de façon abracadabrantesque. Vous, le journaliste. Comment ça? Pourquoi je vous dis ça? Ouais. Nanga, c'est qui? Nanga, c'était le président de la commission électorale. Nanga, c'est lui qui nous a dit que Tshisekedi est élu et bien élu président de la République. C'est Nanga. Vous comprenez? Et vous l'avez contesté? Oui, nous sommes, moi en particulier, je suis allé en 2018 devant la Cour constitutionnelle. J'ai démontré que ces élections étaient irrégulières, qu'il fallait les annuler. Comme je l'ai fait aussi en 2023, j'ai dit que c'était un simulacre. Maintenant, Nanga, qui a créé la crise, parce que c'est lui qui l'a dit, n'est-ce pas? Il devient celui qui va mettre fin à la crise en prenant les armes contre le Congo, contre les Congolais. Et l'on vient nous dire aujourd'hui qu'on va recommencer ce qu'on avait fait avant. On avait primé ceux qui avaient pris les armes contre leur propre pays. Nous en sommes où? L'autorité de l'État n'a jamais été restaurée. Pardon. Nous n'avons pas encore le contrôle sur nos ressources, n'est-ce pas? L'accord de Lusaka a permis d'ouvrir la porte d'entrée de Bukavu au Rwanda. L'accord de Lusaka a dit que le Rwanda a des raisons de sécurité pour venir s'installer ici. L'Ouganda a aussi des raisons de sécurité qui justifient son entrée ici. Je parle du processus des évêques qui est plus rassembleur. Mais je suis en train de vous expliquer que c'est la même chose. On reprend le même système, on reprend le même raisonnement, le même modus operandi. Donc on est en train de nous dire aujourd'hui que voilà, le M23, ce sont des Congolais qui seraient en danger ici, n'est-ce pas? Et il faut les intégrer, il faut qu'on prenne ces gens, on les mette encore dans l'armée congolaise, c'est-à-dire on est en train d'incapaciter l'armée, de nous rendre incapables de protéger notre intégrité territoriale, de protéger la population. Et c'est ça que nous proposons. Donc si je vous entends parler, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les pourparlers directs entre le gouvernement et le M23 qui vont se tenir à Doha. Cette démarche de discuter avec le M23, non, moi je dis, je veux que nous comprenions, et je voudrais vraiment m'expliquer clairement. C'est pourquoi il y en a qui ont dit que le peuple qui ignore son histoire la revivra. Voilà, nous avons les églises aujourd'hui. Les églises sont dans l'accord de Lusaka. Les églises ont eu un rôle important dans l'accord de Lusaka, qui a abouti au fait que ce sont les confessions religieuses qui désignent le président de la commission électorale. Aujourd'hui, les églises veulent jouer encore ce rôle-là. Et nous voyons ces églises être reçues par Nanga, être reçues par le président de la République. Le président de la République notamment, et puis les représentants des autres États. Ils ont été reçus hier par le secrétaire de l'ONU, voilà. Antonio Guterres. Mais est-ce que c'est la première fois? Ce n'était pas Mosengo qui était souvent appelé à jouer un rôle par la communauté internationale? Mais on a abouti à quoi? On a abouti à la situation que nous avons aujourd'hui. En 2016, ce n'était pas le cas en 2016. Pardon? En 2016, avec l'accord de Saint-Sylvestre, l'Église a vraiment joué un rôle capital et ça a abouti à quelque chose de bon, les élections de 2018. Attendez, s'il vous plaît, j'étais à Sun City. Allez-y. J'étais à Sun City, j'étais représentant du gouvernement. Comme Monseigneur Etchaou était dans cette réunion. Je me souviens avoir fait un discours auquel le cardinal Etchaou avait répondu avec des larmes, d'ailleurs. Ah oui. Bon, donc, quel a été le résultat de Sun City jusqu'à Pretoria? 1 plus 4, n'est-ce pas? Nous avons eu ce gouvernement 1 plus 4. Est-ce que ça a permis à l'État congolais d'exercer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire? Non. Est-ce que ça a permis à l'État de créer une armée susceptible de défendre notre intégrité territoriale? Non. Est-ce que ça a permis de mettre fin à certaines rébellions? Oui.
parce qu'on a primé Jean-Pierre Bemba, qui a pris les armes contre son pays. L'addendum du rapport des Nations Unies sur l'exploitation illégale de nos ressources naturelles et autres richesses a bien dit que le RCD et l'Ouganda sont des créations. Qu'est-ce que je raconte? Le RCD et le MLC sont des créations du Rwanda et de l'Ouganda qui dépendent militairement et financièrement de ces États. Oui. Je reviens à ma question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Oui, je vais y répondre. Laissez-moi juste terminer sur ça. Et puis, si le RCD s'est installé ici, et les MLC, etc., mais ça a empêché que des gens meurent. Ça n'a pas empêché que des gens meurent. Puisque déjà, le 23 mars, il y a eu des affrontements avec Jean-Pierre Bemba. Il a dit se retrouver à la CPI. Ouais. Il n'y a pas eu la paix. Et puis, il y a eu le RCD qui s'est transformé en CNDP qui est devenu le M23. On a dit que le M23 avait été vaincu. C'est pas vrai. Donc vous ne supportez pas, s'il vous plaît, répondez à ma question. Aujourd'hui, le président de la République, sénateur de droit, sénateur à vie de droit, ou sénateur de droit à vie, dit, lui qui combattait apparemment le M23, n'est-ce pas? Il dit aujourd'hui que le M23 est une aspiration, constitue ou représente nos aspirations. Mais le M23, il les combattait comme étant une force négative, comme étant une force terroriste. Comment ce M23 se transforme aujourd'hui en porteur des aspirations des Congolais? Aspiration à être tué, aspiration à la balkanisation, aspiration... C'est pourquoi moi j'ai dit, nous avons un président de la République, de fait, si vous voulez, mais aussi de droit. Il est là, président de la République. Nous avons des reproches légitimes que nous lui adressons. Vous avez suivi dans mon discours, j'ai dit qu'il faut un travail sur l'armée, il faut mettre fin aux arrestations arbitraires, il faut libérer les gens qui sont détenus. Sur le plan de l'armée, nous avons des spécialistes de la guerre qui sont systématiquement détenus. J'ai cité le cas de John Moulongo Tiboué, général, qui est détenu, qui a été enlevé et qui est détenu. J'ai cité parmi les gens qui doivent être rétablis dans leurs droits le cas emblématique de Noël Kilomba, qui était juge constitutionnel. Le président de la République m'avait dit à moi, dites à la presse, à l'opinion, que je vais payer, je vais ordonner qu'on paye, je parle de Tshisekedi, président Tshisekedi, je vais ordonner qu'on paye tous leurs droits. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas exécuté. Donc moi j'ai dit, il faut qu'on mette fin à tout ça, qu'on se rassemble, que l'État congolais, le M23 est en train de nous parler de tabula rasa. Donc on va recommencer, on va remettre en cause... on va remettre, pardon, je termine. On va remettre en cause les institutions. Vous n'avez pas répondu. On va remettre en cause les institutions pour reprendre d'autres institutions. Moi j'ai dit non, nos frontières, elles restent intactes. Les institutions que nous avons contestées sont là. Nous pouvons négocier pour mettre en place, n'est-ce pas, un gouvernement avec tout le monde, mais en évitant de primer ceux qui ont pris les armes, qui ont tué des Congolais, en évitant d'intégrer dans l'armée des rebelles qui vont intégrer les services de sécurité, et nous allons faire du surplace. Alors donc nous serons dans 10 ans toujours en train de nous battre, nos ressources toujours en train d'être exploitées. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces négociations directes avec le M23 en conclusion? Non, parler comme ça, c'est déformer mes propos. Mais c'était ça ma question. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai préféré vous expliquer tout ça. Et moi, je pose je vous dis, aujourd'hui, faut-il qu'on aille négocier avec le M23? Et demain, ça c'est un ancien président de la Commission nationale qui a été payé par le Trésor public, qui a eu beaucoup d'argent, qui s'est acquis des propriétés. Il prend les armes, il devient crédible pour discuter avec lui. Demain, Dimanja Wembi va aller en brousse, il prend les armes, je dirais jamais. Voilà, il prend les armes, il devient crédible. Nous devons condamner ça, M. Dimanja. Je n'irai jamais. Quand je cite votre exemple... Je ne me retrancherai jamais dans quelconque maquis pour prendre les armes. Voilà, c'est pour vous dire que nous ne devons pas approuver cette culture qui consiste à primer
ceux qui prennent les armes contre leur propre pays. Voilà. Pasteur Tadongoy, j'aimerais bien qu'on revienne sur les consultations qui ont été initiées par le chef de l'État. Vous avez pris part à plusieurs reprises à des consultations dans notre pays. Quelle est la différence entre les consultations que nous sommes en train de vivre en ce moment? Y aura-t-il une différence ou bien aurions-nous affaire à des quotas politiques comme on a toujours vu auparavant? Le président de la République, le président Tshisekedi, a clairement dit qu'il veut l'unité nationale à un gouvernement d'union nationale. C'est très clair. Y a-t-il une nuance entre alors, les précédents? l'unité nationale a été mise en cause par un certain nombre d'actes de sa gestion. Et on nous consulte pour faire comprendre au président de la République, à travers son conseil spécial, notre vision, notre compréhension des problèmes qui se posent. Comme Jérémie disait, on pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. On lui annonce la paix, mais il n'y a pas de paix. Il faut qu'on entre dans la plaie, qu'on comprenne quelles sont les causes de cette absence d'unité nationale. Et après avoir objectivement considéré les causes, on propose les solutions et on charge un gouvernement qui va comprendre des hommes crédibles, comme vous, à la fois crédibles et compétents. Comme vous. Il m'a toujours été demandé si je pouvais entrer dans le gouvernement. Et je vais vous donner le cas du président Tshisekedi. Lorsqu'on se rencontre, il m'a demandé pourquoi vous ne voulez pas travailler avec moi, le président de la République. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, mais parce que quand vous passez, par exemple, dans les médias, vous ne montrez jamais que vous désirez. J'ai dit au président Tshisekedi, méfiez-vous de ceux qui vous flattent, de ceux qui passent à la télévision. Ils ont flatté Mobutu est mort. Ils ont flatté Tshisekedi, et plutôt Laurent Désiré Kabila. Si on vous flatte aussi, ça va mal se terminer. Moi, je suis disposé, c'est ce que j'ai dit aussi à Joseph Kabila, président de la République, et je l'ai dit à Tshisekedi, président de la République, parce que je vous dis que je l'ai rencontré, il m'a fait l'honneur de me recevoir en tête-à-tête, nous deux. Alors, moi, ce que je dis, c'est que si il m'est demandé d'exercer de hautes fonctions, il faut que ce soit dans les conditions où je ne viole pas ma conscience, je ne viole pas la parole de Dieu, et j'ai fait quelque chose qui change le secteur que j'aurais. Mais pour parler auquel vous faites allusion, justement, c'est justement les consultations de l'Église catholique. Vous parlez de penser la plaie, discuter et après ressortir un gouvernement d'union nationale. C'est différent de ces consultations. Mais attendez, vous, il me semble que vous refusez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ces consultations de l'Église catholique, qui consistent à aller rencontrer Nanga, n'est-ce pas? À lui donner, si vous voulez, une caution morale, à lui donner une envergure politique. C'est ça. Nanga a trouvé les armes où? A trouvé des soldats où, brusquement? Mais il y a des gens qui l'ont armé. Il y a des gens qui l'ont donné des militaires. Mais on recommence. On recommence, Sun City. C'est ça ce que moi je suis en train de dire. Moi, à mon avis, il devrait y avoir un rassemblement républicain, un gouvernement crédible, un gouvernement qui suscite la confiance dans le peuple, que ce gouvernement-là, pour moi, que ce gouvernement-là négocie avec la communauté internationale qui nous impose cette négociation, qui refuse de dire que ce sont des agresseurs et qu'il faut chasser. Alors, à cause de ça, à cause de cette faiblesse que nous avons, parce que Jésus lui-même a dit, si l'autre est fort, négocie. Alors que ce soit le gouvernement, l'État congolais, qui discute avec ceux qui ont porté atteinte à l'État pour trouver une solution à l'amiable. Mais pas aller faire des formules. Parce que d'après ce que j'ai lu, il me semble que l'on est en train de nous proposer aujourd'hui de mettre fin, n'est-ce pas, de dissoudre le Parlement, de mettre en place un Parlement de transition, un autre Parlement de transition. Vous permettez que je termine avec 800 personnes. C'est qui dit ça? C'est qui propose ça? Moi, je l'ai lu dans la presse. Je ne sais pas si... Non. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, mais j'ai appris qu'on est en train de proposer cela. Mais on n'y est pas encore. Mais ici, les consultations, l'objectif, c'est de former un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous ferez partie de ce gouvernement? Je vous ai suivi religieusement tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que vous voulez garder votre liberté de conscience. Il y a un homme politique français qui a dit, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Est-ce qu'au cas où vous vous retrouvez
dans un gouvernement où vous ne partagez plus le même ressenti, est-ce que vous y resterez encore? Non, mais moi, je suis très clair, Monsieur Dimandja. Vous permettez que je vous dise que, contrairement à ce qu'a essayé de dire notre ami Munga, le président Joseph Kabila m'a admiré en me voyant à la télévision. Il a tout fait pour que j'exerce des hautes fonctions par une nomination de sa part. J'ai expliqué au président de la République que je serais d'accord s'il me confie une mission en me laissant libre de faire ce qui est juste. Il a accepté de me nommer gouverneur de la Banque centrale. Enfin, il a accepté, il a décidé, il m'a proposé de diriger la Banque centrale. Et vous savez, la Banque centrale, c'est des décisions qui sont prises là-bas, qui vont à l'encontre de la protection de la monnaie sur le plan interne et sur le plan externe, à la protection... voilà. Mais j'ai accepté. Alors, aujourd'hui, si le président Tshisekedi estime que je peux jouer un rôle précis, n'est-ce pas? Eh bien, il va me donner de jouer ce rôle-là en respectant ma conscience. Je ne vais pas aller dans le gouvernement. Autant n'est pas y aller. Je ne vais pas aller dans le... Non. Écoutez, vous ne pouvez pas toujours dire, voilà, moi je ne peux pas. Comprenez? Il y a des gens... Il faut accepter de se salir les mains. Non, qui vous dit que quand on entre dans le gouvernement, on doit nécessairement se salir les mains? Pasteur Théodore Ngoy, j'aimerais revenir sur la gestion de la crise dans la partie est du pays. Vous avez été un allié du président Kabila dans le passé. On a tous su que le M23 a été défait en 2013 par le FRDC. Quelle est, selon vous, la solution qu'on pourrait apporter à ce stade pour faire face à ces conflits liés au M23? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement en place est dans l'impasse. Plusieurs pans du territoire est à la main des rebelles. Quelles seraient, selon vous, des solutions pour pallier à ces conflits? D'abord, je n'ai pas été un allié du président de la République. Et je n'ai jamais été un politicien. Je suis un homme d'État. Les politiciens cherchent du travail. Aujourd'hui, il est kabiliste, demain, il est tshisekidiste, après-demain, il est mbembiste, etc. Je ne suis pas cet homme-là. Comprenez? Donc, j'ai été associé, consulté sur base de mes compétences, de ma crédibilité, par le président Joseph Kabila. Figurez-vous que le président Joseph Kabila a dit, au cours d'une réunion à laquelle j'ai participé, je vous avais dit, elle dit ça à qui? Notamment Théophile Mbemba, Bochab, Katouma Mouankedi. Je vous avais dit que le pasteur Ngoy viendra vous éclairer, vous tous ici. Donc moi, j'ai été consulté par le président de la République. J'ai accepté d'aller à Sun City. Et le président me demandait de dire ce que j'avais écrit dans mon livre, L'accord de Lusaka. Et la paix en RDC, une autre lecture. Ce livre-là dit tout. Si quelqu'un lit les livres, mon livre, L'accord de Lusaka, que j'ai écrit, j'étais encore assistant. C'est un livre qui porte sur le droit international public. Et je connais ces livres, c'est un gros volume. Voilà. Si vous lisez mon livre, vous allez croire que je raconte des faits qui viennent de se passer. Parce que c'est la même chose. Nous revivons la même situation. Donc, j'ai été associé à cette crise. Permettez-moi de vous dire que j'ai souvent expliqué au président Joseph Kabila que nous étions en train d'intégrer dans les institutions des hommes qui avaient d'autres objectifs que nous. Nous, notre objectif, c'est la démocratie. Et la démocratie, pour moi, c'est quoi? C'est la protection des citoyens, de leur liberté, de leur dignité, de leur patrimoine. Et la protection de l'État à cause des citoyens. Et l'État doit être protégé dans son intégrité territoriale, l'État doit être protégé dans son patrimoine. Moi, je voulais juste savoir... Pardon, oui. Dans son patrimoine. Or, on nous empêche de protéger et le patrimoine de l'État et la population. On tue la population, on massacre, on déplace, on remplace la population par des populations rwandaises. Parce que ceux qui ont éliminé Lumumba et qui ont installé Mobutu au pouvoir se sont dit, cette fois-ci, nous allons directement prendre les ressources sans rien payer. Donc, on exploite nos ressources,
on utilise des enfants. Et c'est cette situation qu'on veut maintenir. Quelle solution apporterez-vous pour pallier à ça? Moi, je vous dis, la solution, ce serait de parler d'une même voix à la communauté internationale pour arriver à faire comprendre à cette communauté internationale que nous ne pouvons pas être un État qui protège sa population et qui exerce sa souveraineté dans le Conseil des Nations en intégrant dans notre armée et dans nos institutions ceux qui prennent les armes contre leur propre pays. Juste une dernière question. Pasteur, vous parlez d'une même voix à la communauté internationale, mais lorsque la classe politique a un discours clivant, comment est-ce que vous allez arriver à vous faire entendre par la communauté internationale? Il faut prendre les moyens de l'État et les utiliser. Et c'est pour ça que la démarche du président Tshisekedi me paraît crédible. Parce qu'il a les moyens de l'État. Il est le représentant de l'État. Le discours politique est resté clivant. Mais c'est ce que je vous dis. Il faut qu'on arrive à travers... J'espère que ces consultations vont aboutir à la conviction que divers citoyens congolais qui n'ont pas nécessairement les mêmes points de vue que le président Tshisekedi. Je veux qu'on comprenne ça. Il ne faut pas que l'on dise que les gens qui vont entrer dans le gouvernement deviennent membres de l'Union sacrée ou deviennent de Tshisekedi. Non, c'est des hommes d'État auxquels on confie la mission ensemble de parler au nom de l'État à cette communauté internationale qui nous agresse pour prendre possession de nos richesses et qui, à cause de cela, cause la mort des Congolais. Donc si nous arrivons, j'étais heureux de voir ça, j'ai vu M. Katumbi avec toute son équipe reçu par le président Tshisekedi. Dans les consultations avant. Non, j'ai vu une image récente, à moi que je me suis trompé. C'est une vieille image. Oui, lorsque vous avez été consulté, de la même façon, il a aussi reçu le président Moïse Katumbi. La dernière fois. Ouais. Pas cette fois-ci. Non. Alors, c'est difficile de ne pas de retrouver un homme d'État sans pourtant être un homme politique. Vous êtes un acteur comme un politique clé. Vous êtes président d'un parti politique. C'est difficile de vous diviser entre hommes d'État et hommes politiques. Je voulais savoir, votre parti politique est de quel camp? Majorité, opposition? Puisque l'opposition, la notion d'opposition est juridique, et dans l'opposition, le parti qui ne participe pas au gouvernement. Pour le moment, nous ne participons pas au gouvernement. Si on prend ces définitions-là, nous sommes donc dans l'opposition. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il faut distinguer l'homme d'État du politicien. Les politiciens, et surtout les politiciens congolais, mais vous les voyez. Vous les voyez, hier, ils étaient mobutistes, après, ils étaient muséistes, donc Laurent Désiré Kabila, après, c'est joséphistes, c'est-à-dire ils soutenaient Joseph Kabila. La politique est dynamique. Et après, non, c'est pas la dynamique, ça. Et ce qui compte pour eux, c'est le pouvoir. Le pouvoir, pour eux, c'est le moyen de vivre. L'homme d'État, ce qui compte pour lui, c'est des valeurs. Voilà. Il se bat pour des valeurs, il est prêt à mourir pour ses valeurs. Nelson Mandela a dit, si vous ne savez... Non, c'est pas Nelson Mandela, c'est le pasteur Martin Luther King qui a dit, si vous ne savez pas pourquoi, pour quelle raison ou pour quelle cause vous pouvez mourir, alors vous n'avez pas de raison pour lesquelles vous devez vivre. Alors donc, pour moi, je pense que le président de la République peut rassembler des hommes d'État, peut élargir le forum. Pour moi, après ces consultations, le président peut rassembler le peuple à travers ses représentants crédibles, comme Martin Fayoulou, par exemple, n'est-ce pas, comme d'autres, le rassembler ensemble, ceux qui n'ont pas pris les armes, pour pouvoir former un gouvernement d'union nationale issu de ces forums-là, un gouvernement qui soit républicain et qui va parler à la communauté nationale et qui va négocier la paix avec ceux qui ont pris les armes. Merci beaucoup, pasteur Théodore Ngoï. Merci pour tous ces éclaircissements et ces éclairages. C'était un grand plaisir de vous avoir eu comme invité principal dans cette émission. Alors pour conclure, je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à ce qu'on peut voir à l'horizon, par rapport à la situation politique en RDC.
Moi, je voudrais dire au président de la République de rester constant par rapport à l'option qu'il a levée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces consultations politiques, parce qu'on consulte, en réalité, c'est ce qui se passe. On consulte, on parle aux personnalités que l'on invite, comme moi-même j'ai été invité. Ensuite, il faut, à mon avis, préserver l'État dans ses frontières, dans sa souveraineté, reconnaître que nous avons le président, certains diront il est défait, d'autres diront il est des droits, mais il est là, que lui puisse légitimer cette unité nationale en associant tout le monde. Maintenant, c'était son conseil spécial. Lui-même, maintenant, le président de la République, peut rencontrer les hommes d'État à travers un forum, et à l'issue de ces forums, très vite, en peu de temps, on sort un document qui nous permet de gérer une période, n'est-ce pas, de transition, qui peut ressembler à une transition, mais avec toujours les mêmes présidents de la République, mais des membres du gouvernement qui ne seront pas de l'obédience du président, qui défendent des valeurs, vous comprenez, et qui font que nous sommes maintenant un sur le plan national. Nous sommes de toutes les coteries, nous sommes de toutes les tribus, de toutes langues. Nous défendons un peuple, une nation, un État, dans ses frontières héritées de la colonisation. Et nous faisons comprendre à la communauté internationale qu'il faut nous aider à mettre fin à l'occupation du pays, à mettre fin à cette culture des prises d'armes par des nationaux pour pouvoir obtenir le pouvoir, mettre fin à cela. On peut dire que nous sommes un État défaillant? Le Congo est un État défaillant? Mais c'est un programme, la défaillance est un programme qui ressort de l'acte général de Berlin et de l'accord de Lusaka. Il faut que nous ne soyons pas un État. Il y a des professeurs qui ont parlé de statocide, tuer l'État. Donc il ne faut pas qu'il y ait un État au Congo. Ils ont dit jamais il n'y aura un pouvoir souverain sur le Congo. Quand il n'y a pas de pouvoir souverain, il n'y a pas d'État. Voilà, merci beaucoup, pasteur Théodore Ngoï. Je rappelle que vous êtes le président du parti Congo pour la justice, c'est juste, et que vous êtes un ancien candidat président de la République. C'était vraiment un énorme plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Et voilà, on espère que les choses vont aller dans ce sens-là pour le bien de notre pays. Moi, je vous remercie. Je suis heureux d'être venu. Et donc, ne vous en faites pas. Hein, j'ai apprécié hautement la contradiction, hein, n'est-ce pas? Ouais. Même s'il m'est arrivé de vous dire non, mais ça fait partie du débat contradictoire. Je vous en prie. Et donc, j'étais content de me retrouver surtout avec l'un de ceux qui ont fait Télé Zaïre. Hein. Il faut qu'on reconnaisse, qu'on le reconnaisse, n'est-ce pas? Qu'ils aient la reconnaissance de la République. Hein, avec tous les autres, les Kwebe-Kimpele, Kibambi Shintoa, Lumbala Kapasa, il est encore vivant? Voilà, merci beaucoup. Bon, voilà, tous ces gens-là, les présidents Kamanda Wakamanda Mouzim, il faut qu'on les... J'ai rencontré Mikombo Kashimpolo. J'ai dit, on doit vous respecter, on doit vous reconnaître. Ce sont des valeurs que l'on doit défendre. La nation se souviendra un jour. Il faut. Ouais. Merci beaucoup. Et lorsque le Seigneur voudra que j'exerce de hautes fonctions, soit comme président de la République, soit comme membre du gouvernement, vous y croyez? Je ferai cela. Vous y croyez? Merci beaucoup. Je ferai cela. Je vous le souhaite. Ouais, ouais. Comme ça, les journalistes pourraient être voilà, considérés comme M. Diman. Voilà. Merci beaucoup. Hein, c'était un plaisir de vous avoir. Mais on vous retrouve, on espère vous avoir. Si vous voulez, vous avez quelque chose à dire, venez. En tout cas, ça nous fait du bien de vous avoir sur nos plateaux. Merci.